Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Fréquence Médiévale, l'émission de web radio du magazine Histoire et Images Médiévales. On est toujours au colloque Camelot et on vous avait promis une surprise et on l'a. Donc il s'agit de Jean-Robert Lombard. Vous le connaissez toutes et tous parce qu'il s'agit donc du Père Blaise dans la série Camelot. Alors bonjour, merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Et c'est juste un truc. Alors on vous a répondu à pas mal de questions pendant le colloque. Mais c'est quand même marrant en fait. On vous a posé cette question aussi là, il y a à peine quelques minutes, mais ça vous fait quoi en fait d'être là quasiment 15 ans après le pilote de Camelot, donc Dies Irae, de vous retrouver dans la Sorbonne avec des universitaires qui font un colloque sur cette œuvre de fiction arthurienne. Voilà. Donc. Bonjour déjà, et j'en suis flatté et très content. Ça permet à Camelot, alors que les films ne sont pas encore faits, d'exister toujours. Et puis ça montre que tout simplement ce qu'on a fait, ce qu'on a produit inspire encore les gens. Et ça fait plutôt plaisir, carrément. C'était inattendu, pour dire la vérité. Et alors, il y a plein de questions, mais vous analysez comment ce succès qui est quand même. Enfin, nous on voit dans le magazine dès qu'on parle de Camelot, c'est les pages sont partagées sur Facebook et tout. Vous l'analysez comment parce que tout le monde aime tous les personnages de Camelot. Tout le monde a des références. Alors vous, ça va être la référence entre autres sur la musicologie. Alors la fameuse Canne Juste. Mais vous l'analysez comment ce succès assez phénoménal de Camelot? S'il faut l'analyser, je pense que c'est avant tout dû au talent d'écriture d'Alexandre Astier et à sa capacité à savoir faire un casting et à écrire pour des comédiens qui, à mon sens, sont ses instruments de musique. Il est le chef d'orchestre et il compose et il dirige un orchestre. Il fait de la musique et il est musicien à la base. Et quand il choisit un comédien, il choisit une voix, il choisit une diction, il choisit un rythme. Et donc quand il écrit, c'est la même chose. Et il a un talent d'écriture certain, un talent narratif certain. Et je pense que il a réussi à synthétiser l'humour français et à satisfaire le besoin qu'il y avait à ce moment-là en France pour un humour monty-pythonesque qui n'avait jamais été fait en France et sur lequel beaucoup de Français, dont moi, se sont toujours jetés. C'est-à-dire, moi, les Monty Python, je les ai bouffés dès l'adolescence. Ça m'a permis d'ailleurs aussi d'apprendre un petit peu l'anglais, c'était bien. Et donc, il a créé une chose que les Français attendaient depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on a un succès sur la durée, tout simplement. Et en plus, on a quand même l'impression que toute l'équipe, des scènes en fait où vous éclatez en fait. Alors il y a des trucs, même vous racontiez là un peu en off des moments en fait où c'était vous avez du mal à rire. Il a réussi à rassembler une équipe homogène. Ça ne veut pas dire grand-chose dans le cas présent, parce que il y avait tellement de personnes. À la base, on était une douzaine, et puis ensuite, il y a eu je ne sais combien de 80 rôles, ou quelque chose comme ça. Mais il a réussi à produire quelque chose et à insuffler une énergie qui a enjoué tout le monde. Et donc, oui, on allait plutôt là-bas avec le sourire aux lèvres et l'envie de bien faire. Donc c'est à la base grâce à lui. Et puis ensuite, j'ose imaginer au talent des interprètes. Vous avez parce que Père Blaise, on le voit quand même souvent à l'écran, je trouve. Vous avez un moment préféré avec le Père Blaise? Moi, le moment préféré, je vous le dis tout de suite, c'est quand
vous chassez, je crois que c'est Caradoc et Cadoc avec un balai ou une pelle de l'église et tout. D'ailleurs, vous aviez dit tout à l'heure qu'à l'origine, vous pensiez jouer un chevalier pour pouvoir vous battre avec les autres, vous mettre un peu sur la tronche, et là peut-être que vous êtes vengé, je sais pas. Non, mais je crois que je les chasse d'ailleurs avec une épée, une épée qui traîne, une grande épée qui traîne, et c'est la seule fois où, je sais pas, peut-être Alexandre a compris ma frustration de ne pas être un chevalier et mettre des gros coups d'épée dans la gueule des autres en face, chose qu'à la base j'espérais. Et en fait, oui, non, c'est le seul moment où on voit avec une violence physique terrible. Mais c'est drôle. Ah oui, c'est drôle, et on a beaucoup ri. Cette journée a été épique, on a beaucoup ri. C'était le jeu du caillou, le fameux jeu du caillou. Oui, Tatan, elle fait des flancs. C'était vraiment. Et d'ailleurs, là, je dis Tatan, elle fait des flancs, c'est Cadoc, c'est un petit rôle qui est arrivé tard dans la série, un peu comme le Couillel, comment il s'appelle ? Le roi Burgonde, merci beaucoup. Et ce sont des rôles qui sont arrivés, et qui sont des rôles tertiaires, voire quaternaires, et qui sont arrivés très tard, et qui pourtant ont marqué. Ça, c'est encore une fois la preuve de la qualité d'écriture. Parce que même un petit rôle marque. Et ça, c'est pas autre chose que la qualité d'écriture. Et ça n'enlève pas non plus à la qualité d'interprétation, évidemment. Mais je pense que la base, c'est l'écriture. On sait écrire, on sait créer un rôle, on sait... Voilà, ou pas. Tiens, François, tu as vu que tu as regardé un petit peu le colloque, et puis tu as une question peut-être, vu que tu es un fan de Kaamelott. Des questions, j'en ai plusieurs dizaines. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire des lettres de 3 pouces de long sur ces putains de plages ? On pourrait se poser la question. C'est déjà dû à une problématique physique, qualité de plume, qualité d'encre, à savoir que suivant l'hiver, l'été, le printemps, ça n'a pas la même consistance. Il faut diluer ou il faut concentrer les éléments. Donc il y a toute une problématique physique, hygrométrique et autres. Donc si on peut éviter de me faire biffer et recommencer, je remercie. C'est incroyable parce que là, c'est une allusion donc à l'épisode sur la lettrine, sur l'enluminure. L'enluminure, voilà. Donc, c'est marrant, vous avez répondu comme le Père Blaise d'un coup. Vous êtes transformé là en l'espace de 10 secondes, 15 secondes en Père Blaise. C'est incroyable. On appelle ça le talent. Alors vous avez déjà eu la question tout à l'heure, mais je vous la repose quand même parce que c'est intéressant, parce que surtout que moi c'est un peu mon dada d'historien, c'est que vous l'avez dit d'ailleurs de manière extrêmement simple, nette et sans bavure. Est-ce que avant, alors vous avez parlé des Monty Python, mais est-ce que avant la série et puis pendant ou après vous avez eu un contact, vous vous êtes renseigné sur la légende arthurienne, ou est-ce que vous étiez en contact avant ? Franchement, la légende arthurienne, je n'en ai eu connaissance que quand j'étais enfant, à travers certains bouquins dont je ne vous citerai pas les titres parce que je les ai oubliés, ou par exemple dans les Tout l'univers, on avait les Tout l'univers, donc on a parlé dedans, j'étais déjà très dans les livres, enfant, parce qu'on n'avait pas la télé. Donc j'ai bouffé du bouquin et du papier toute mon enfance et mon adolescence. Et puis ensuite, quand j'allais voir la télévision chez ma grand-mère qui habitait à côté, il m'est arrivé de voir des films le dimanche soir ou le samedi soir, comme les films de KPDP, et notamment les films des années 50, 60 sur la légende arthurienne, films hollywoodiens de base. Et puis les Monty Python. Et les Monty Python qui eux ensuite ont remis la chose à leur sauce, dont j'ai été fan immédiatement. D'accord. Et puis pendant la série, il y a eu un travail des acteurs pour un peu creuser le mythe arthurien, ou vous êtes vous dites on joue quelque chose. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour ma part, et je pense pour beaucoup de mes petits camarades de la série, il n'y a pas eu de travail en amont. Les rôles sont nés de l'écriture d'Alexandre.
Et on est né avec eux. Voilà, moi, je n'ai pas eu de travail en amont sur qui est le père Blaise, comment il parle, ça s'est fait naturellement. Et je pense que c'est ça qui aussi a fait le succès des rôles qu'on a créés, qu'on a interprétés, parce qu'ils sont vrais. On n'a pas essayé de calquer sur machin l'a joué comme si, alors là, parce qu'on est souvent, il y a des scories, on est pollué par ce qu'on a vu avant, voilà. Et là on a vraiment, je pense, on est vraiment arrivés les uns et les autres à créer des personnages de leur naissance. Et puis ils ont grandi, et puis il leur arrive ci et ça, comme vous, comme moi dans la vie. Ouais. On ne sait pas, on n'a pas eu de préexistence. On n'a pas mentalisé quelque chose avant. Donc je pense que c'est ce qui fait aussi le côté touchant des personnages qu'on incarne, c'est qu'ils sont bruts de décoffrage, ils sont comme de vrais êtres humains quelque part. Ouais. Puis en plus, je pense que c'est ce qui donne l'originalité en fin de compte de la série, parce que là, Kaamelott, ça ressemble à aucune autre représentation du mythe arthurien, et en fait, voilà. Et là, voilà. Bah, c'est dû à une fois de plus au talent d'écriture d'Alexandre Astier et à sa vision de la chose. Et puis une fois de plus, il avait eu un concept dans la tête, un monde arthurien à lui, et il a fait ses petites emplettes dans la vie de tous les jours en allant voir des acteurs sur scène, à gauche, à droite. Et c'est comme ça qu'il a fait son casting d'ailleurs. Il n'y a pas eu de casting à proprement parler. Il y a eu, je crois, un seul casting qui a été fait pour le rôle de Guenièvre, la reine. Autrement, je crois qu'il a choisi tous ses comédiens et comédiennes en les voyant, en allant les voir sur scène, ou alors, ce qui est mon cas, en ayant travaillé avec eux avant, puisque on s'est rencontrés dans un Shakespeare à Lyon, lui et moi. Lequel d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent... C'était Jean-Christophe Ambert qui mettait en scène. C'était le futur Caradoc. Ce sont deux très bons amis qui mettaient en scène donc Timon d'Athènes. D'accord. Et Timon d'Athènes était joué par Monsieur Cousseau. D'accord. Thomas Cousseau, le futur Lancelot. Le futur Lancelot, absolument. D'accord. Et puis je crois que dedans il y avait aussi Bohort. Ah d'accord. Voilà. Enfin, il a fait vraiment ses emplettes. Une partie, en tout cas, du casting de Kaamelott vient de cette production de 2001. D'accord. Voilà, à Lyon. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est d'une manière très naturelle. Ça s'est fait. D'accord. Par les rencontres et par je rencontre machin et j'entends sa voix, j'entends sa diction, j'entends le rythme de sa diction et je me dis tiens, lui il va être bien là-dedans. Ouais. Et ensuite je lui file un costume et vas-y roule ma poule. Ouais. Et puis après ça s'est fait en fin de compte assez naturellement en fait. Très naturellement. Je pense pas. En tout cas, j'ai jamais eu écho de comédiens, certains qui sont devenus des très bons copains, où il y a eu un travail de recherche, je sais pas quoi. Non. C'était très instinctif, intuitif. Alors justement, on parlait des autres comédiens. Alors je sais que c'est toujours une question un peu embêtante parce qu'on la pose souvent, mais ce sont des cons. D'accord. On le garde en montage, attention. Bonne idée, faisons une liste des cons. Voilà, esprit d'escalier, bravo. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui suivent. D'accord, je suis en train de me faire prendre en otage mon émission, bravo. Donc, non mais oui, justement, en fait, est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont, à part le vôtre, qui vous ont touché particulièrement avec des scènes qui vous ont marqué, même des personnages qu'on voit peu en fin de compte, mais franchement, je pense que l'erreur principale d'Alexandre Astier, c'est de ne pas avoir tout misé sur mon rôle et ma personne. Ça aurait été beaucoup mieux et beaucoup moins cher, parce que je ne suis pas un acteur très cher au final. Et pour dire vrai, il
il y a trop, enfin, sans dénigrer les autres, hein, attention, hein, c'est pas ça. Ouais, je parle vraiment avec ma sensibilité, mon cœur. Quand on a tourné Dies Irae, j'ai vraiment remarqué 3 personnes sur les 12 où on était, enfin de l'origine. C'était le père d'Alexandre Astier, Lionel Astier. C'était Franck Pitiot, Perceval. Et un personnage qu'on voit trop peu, malheureusement, Hervé de Rinel, qui est interprété par Tony Sabat, et qui, pour moi, est un type intrinsèquement drôle. He got funny bones, comme disent les Anglais. Quoi. Et c'est un personnage qu'on a pas assez vu. Moi, par exemple, quand l'épisode où on ne voit que lui, où il va demander aux paysans s'il prépare un mauvais coup, c'est du petit lait. Pour moi, c'est du petit lait. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous avez fait une citation en anglais, parce que pour moi, il a presque un humour anglais, en fait, complètement... Enfin, je sais pas, Tony Sabat, flegmatique, complètement. Oui. C'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu dès le début. C'est que c'est un type que un peu comme le roi Burgonde, dont je me souviens plus du prénom malheureusement. Je suis désolé. C'est bien. Merci pour cette intervention. et qui à la base ne devait faire qu'un épisode. Et il a été tellement intéressant dans son interprétation que Alexandre lui a donné 3 ou 4 épisodes, je sais plus quoi. Et on s'en souvient très bien. Mais lui, Couillère et tout ça. Ce mec est génial, quoi. Et franchement, voilà, ces 3 types, en tout cas, de l'origine de Kaamelott, ce sont les trois comédiens ou en tout cas les 3 personnes qui m'ont le plus marqué, hormis Alexandre. Mais c'était vraiment ça. Et puis au niveau des rôles, j'ai pas de... Je mens un petit peu en disant que j'ai pas de préférence, mais il y a certains intervenants dans la série que je ne comprends pas trop. Mais voilà. Nous n'en dirons pas plus. Très bien. Mais écoutez, vas-y François. Ce qui n'appelle pas forcément de réponse. On se rend compte dans le travail d'Alexandre Astier qu'il y a le père Blaise, qu'il y a Caradoc, qui sont des personnages qui, dans les différents textes de la littérature arthurienne, interviennent à peine. Et pourtant, ce sont des personnages relativement importants. Donc lui, on peut se rendre compte qu'il a fait une vraie recherche sur le sujet. Est-ce qu'il vous en a parlé? Non. Faites plus court. Il faut faire la réponse un peu plus courte parce que ça prend beaucoup de batterie. Non. Alexandre ne parle... il compartimente. D'accord. Les choses et ça se comprend. Et on a à savoir ce qu'on a à savoir et le reste ne nous regarde pas. Qui vous veut au naturel, en fin de compte. Je pense que c'est surtout de ne pas surcharger le mental du comédien qui, et je parle en connaissance de cause, est un gros mentaleux, donc un pénible potentiel. Et donc voilà, moins on lui en dit, mieux c'est. Voilà, et voilà, puis ça lui encombre beaucoup moins l'esprit, il se fera beaucoup moins de tracas, il dormira mieux la nuit, voilà, c'est surtout ça. Mais voilà. D'accord. Mais écoutez, merci pour cette interview passionnante. Alors, juste un truc, vous en avez parlé un petit peu. Je vais pas vous poser la question, mais je vais. Voilà. Donc je vais le dire. Voilà. Vous ne savez pas, vous n'avez pas d'informations par rapport au film. Nous non plus. Voilà, ça reste un mystère. Je pense qu'il y aura un moment un coup de théâtre, ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est toujours dans la boîte, semble-t-il. Mais voilà, vous ne savez pas, on ne sait pas. Donc il a prévu de faire ces 3 films. Maintenant, voilà, le jour où on m'appelle et on me dit tel heure, tel endroit. Voilà, vous prenez votre cheval, voilà. Ma calèche, je sais pas, et puis ce sera avec plaisir qu'on remettra la robe de bure et puis en avant marche, simplement. Petite question d'ordre un peu moins médiéval, d'où viennent les changements d'acteurs entre Dies Irae et la série? C'est Audrey Fleurot jouait Enguerrad,
Engarade, dont j'ai oublié le nom hélas, était Guenièvre et est devenu. Et puis Guenièvre, il y a une nouvelle. Là, je n'ai aucune réponse. C'est Alexandre qui a retravaillé ces personnages et qui les a replacés, redistribués. Là-dessus, quand vous le croiserez, vous lui poserez la question. C'est parce que c'est très intéressant. Mais là, vraiment. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup, merci pour cette superbe interview, c'était voilà passionnant, dans la continuité à côté donc du colloque Camelot. Donc vous pouvez d'ailleurs écouter à côté donc vous allez pouvoir, on les a pas encore mis en ligne, écouter les comptes rendus en ligne sur Fréquence Médiévale. Merci à François d'être intervenu, donc voilà, merci beaucoup. François qui est un fan de Fréquence Médiévale et qui d'ailleurs, de temps en temps, on en invite quelques-uns. Alors, ceux qu'on connaît et ceux qui nous payent des bières aussi, c'est important. N'est-ce pas ? Oui, j'ai compris le message. Oui, voilà. Vous avez un message. Bon, merci à toutes et à tous. Et merci aussi à Exomen d'avoir finalisé le montage de l'émission. Et rendez-vous à très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale.